Je m'appelle Tati Loers. Je ne suis pas diététicienne de formation. Je ne me suis même pas intéressée à la nourriture jusqu'à mes 40 ans, au moment où j'ai eu un cancer du côlon qui s'est aggravé dans la mesure où on a mis 2 ans à le trouver. Donc j'ai été traumatisée par cette nouvelle. J'avais 38 ans, mon fils avait 2 ans, mon dernier fils avait 2 ans. J'ai été traumatisée, c'était un tremblement de terre, parce que j'ai dû remettre en cause toute mon hygiène de vie et me rendre compte que c'est moi qui avais mangé les clous de mon cercueil. J'ai commencé à étudier la nutrition de manière intensive. Grâce à une amie infirmière nutritionniste, j'ai pu assister à des dizaines de colloques professionnels qui sont généralement réservés aux professionnels. Et là, j'étais passée sous son nom. Il y a prescription, donc je peux dénoncer la supercherie. J'ai en même temps assisté à tous les cours de la Ligue Kousmine belge, les conférences de l'association Kousmine française. J'ai suivi des cours de macrobiotique. Donc j'ai ratissé tous azimuts pour trouver ce qui pouvait empêcher que j'ai une rechute. Donc on m'a opéré du cancer. On a commencé les chimios, ça s'est très mal passé, j'ai arrêté les chimios. Donc je ne pouvais pas considérer que j'étais monsieur tout le monde. Il fallait que je fasse quelque chose en plus. Et je suis quelqu'un de très autonome qui croit qu'on peut se donner naissance à soi et revivre une nouvelle vie. Donc je me suis donné tous les outils pour reconstruire un nouveau personnage qui serait moins fragile. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand j'ai eu ce cancer, j'ai eu l'intuition que quand tu as un cancer, l'état-major s'est rebellé une fois, il est prêt à se rebeller une seconde fois. Donc je n'ai pas fait comme mes copines qui me disaient « moi j'ai fait les chimios, j'ai fait les rayons et puis le médecin m'a dit de manger comme avant ». Je n'ai pas fait comme elles, j'y croyais pas. Et j'ai beaucoup cherché pour trouver mon mode alimentaire personnel. Au passage, j'ai été radicalement macrobiote, radicalement végétarienne, radicalement crudivore, radicalement kousminienne, jusqu'au moment où un sursaut d'intelligence m'a permis de découvrir que le dénominateur commun de toutes les méthodes, de toutes les approches alimentaires qui permettent de se prémunir d'une rechute de cancer, c'est le recours aux aliments authentiques, aux nourritures vraies. Donc tous mes livres, maintenant j'ai écrit 23 livres, tous mes livres sont écrits dans cet état d'esprit. Écoutez ce que votre nature profonde demande, au lieu de suivre des gourous, ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur, à 40 ans, un cancer avec un gamin très jeune. Écoutez votre corps plutôt qu'écouter les gourous et cherchez le recours dans les aliments authentiques. Tant qu'on n'est pas dans les aliments authentiques, on n'est pas libre de choisir, parce qu'on est victime d'assuétude. Donc on est enfermé dans des assuétudes, les additifs, les émulsifiants, les résidus de production. On ne sait pas exactement ce qui rend accoutumé aux produits industriels, mais tant qu'on utilise ces produits-là, on n'arrive pas à choisir en toute liberté. Donc l'idée, c'est liberté, puisque je suis une libertaire de cœur, liberté de choisir, et de penser par soi-même et d'écouter son corps, comme Dolto demandait d'écouter les enfants. Moi, je dis écoutez votre corps sans le suivre aveuglément, mais écoutez-le, c'est lui qui va vous dire ce qui est bon pour vous. Et de l'autre côté, recours aux aliments vrais. Et pour se repérer dans les aliments vrais, tout le monde prétend qu'il a la bonne solution. Moi, j'ai trouvé les aliments les plus sains. Je me ramène à ce que nos aïeux mangeaient avant l'industrialisation. Donc on va dire, à partir de la découverte des conserves, ce ne sont pas mes ancêtres. Mes ancêtres, c'est avant 1850. Donc je me base sur les restes historiques de l'alimentation de nos aïeux quand ils étaient au champ. Je ne me base pas sur l'alimentation des nobles qui, eux, se permettaient viandailles et du gibier à outrance. On parle plutôt des 95% de la population qui vivait au champ. Voilà comment je suis arrivée à la diététique, que je préfère appeler... moi, je préfère dire que je me concentre sur l'alternutrition, parce que la diététique classique est un tout petit peu trop normée. C'est une diététique que moi j'appelle de troupeau, dont on a besoin.
Si j'étais ministre de la Santé, il faudrait que je puisse émettre des normes pour 60 millions de personnes. Donc c'est ça la diététique de troupeau. Et il se fait que ma biochimie ne correspond absolument pas à la biochimie à laquelle croit le ministre de la Santé. Donc je suis obligée de changer un peu ces recommandations parce que ça ne correspond pas chez moi. Voilà. Donc j'écris pour les gens qui ont cet état d'esprit-là, qui veulent bien voir que ce qu'on conseille à un niveau international même n'est pas nécessairement vrai pour toi ici et maintenant. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la diète cétogénique et du cancer. Enfin, j'aimerais bien que tu expliques ce que tu sens par rapport à ça, les prudences, les recommandations, et aussi, parce que c'est avéré, ça fonctionne pour la plupart. J'aimerais bien que tu dises ton avis. Alors là, je pense que je suis la seule à être dans l'entre-deux pour le moment, pour la cétogénique par rapport au cancer. Je vois énormément de gens qui parlent du cancer sans parler de diététique absolument, ou à la limite en disant mangez moins de graisse. Et je vois énormément de gens qui croient à la cétogénique absolument comme remède pour le cancer. Moi, je me mets entre les deux, dans la mesure où je crois très profondément au profilage biochimique. On n'est pas tous fabriqués de la même façon, on ne réagit pas tous de la même façon pendant la même saison, que ce soit en hiver ou en été. Dans l'état organique où on se trouve, si on est fragilisé, on n'a pas les mêmes réactions biochimiques et métaboliques que quand on était en bonne santé. Et en fonction de la nature profonde, il y a des gens qui sont requinqués par les graisses et d'autres qui sont fragilisés par l'excès de graisse. Il y a des gens qui sont fragilisés quand on change leur alimentation tout à trac. Il y en a d'autres qui ont besoin de revirements radicaux. Donc je me mets entre les deux en disant je suis presque sûre que appliquer un régime bien ciblé peut aider à ce que les traitements soient plus efficaces et moins toxiques pour les cellules saines. Je suis presque sûre que la diététique bien menée peut être utile pour ne pas avoir de rechute de cancer, mais je n'oserais pas dire que la cétogénique est la solution pour tout le monde. Surtout pas la cétogénique comme je la vois conseillée maintenant, où on demande de changer radicalement du jour au lendemain. Il y a plein de personnes à qui, si je pouvais faire des entretiens individuels, je proposerais des paliers, de rentrer en progression vers la cétogénique. Et je pense que ces personnes-là découvriraient qu'elles ont des bénéfices majeurs, même avant d'arriver à la cétogénique. Donc je leur demanderais diminuer les sucres industriels, et puis diminuer tous les glucides, pas seulement les sucres, et puis rajouter des bonnes graisses, et puis augmenter le ratio des bonnes graisses. Et ils verraient qu'à un moment, même avant d'être en cétose, ils auraient déjà des effets anti-inflammatoires, de calme nerveux, de meilleure gestion du stress, de meilleur sommeil. Ils ne devraient pas aller jusqu'à la cétogénique. Ça, c'est mon approche, parce que je suis quelqu'un d'excessif et que je vois bien que les chocs métaboliques qui m'ont fait du bien quand j'allais encore bien après le cancer, maintenant à 62 ans, c'est plus possible, je ne peux plus les subir, ces chocs métaboliques. C'est comme des gifles. Donc on peut choisir d'éduquer ses enfants à coups de gifle et on peut choisir de les éduquer autrement. Voilà ma perspective. Mais quelqu'un... Alors l'autre mise en contexte que j'aurais, c'est que je n'ai toujours pas de réponse des spécialistes que j'ai interrogés sur ce qui suit. C'est qu'on recommande la cétogénique pour les cas de cancer, et tout ce que j'ai vu sur le terrain comme étude a été sur le cancer du cerveau et pas sur les autres cancers nécessairement. Après, j'ai des anecdotes, comme tu m'as raconté des anecdotes de cancer des os, de tumeurs au sein, qui se sont améliorées avec le traitement métabolique plus la diète cétogénique ou approchante, mais ce sont des anecdotes. J'ai autant d'anecdotes sur les rémissions de cancer après la cure Kousmine, après la cure Gerson, après la cure Gernet, après toute une série de cures. Ça, ce ne sont pas des arguments que tu peux opposer à un médecin. Une anecdote n'est jamais que n est égal à 1, c'est un cas. Et si tu accumules 100 cas, ça ne veut pas dire que c'est cohérent, logique et reproductible. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu prudente.
En revanche, évidemment, comme vous êtes une chaîne vidéo qui parle aux gens qui ont des cancers, dans presque tous les cas de cancer, tu peux retourner aux nourritures vraies, diminuer les glucides et augmenter les bonnes graisses, les graisses originelles, les graisses ressourçantes. Et là, c'est le cœur de ce qu'on peut pratiquer chez quasi tout le monde. L'autre troisième volet, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement fragilisés par le cancer. Vu que je l'ai vécu, j'ai fait jamais que 5 jours de chimio, mais assez pour voir ce que ça fait sur ton organisme. J'étais incapable de manger pendant ces 5 jours de chimio. J'avais des nausées, je sentais des odeurs, j'étais en hyper noso, je sais pas quoi, mais je sentais la soupe de poireaux que ma voisine préparait à 500 mètres. Alors que d'habitude, j'ai un nez tout à fait ordinaire. Tout me donnait la nausée. Je ne pouvais plus penser qu'à un peu de carpaccio, alors que je n'étais pas quelqu'un qui mangeait très sain à l'époque. Un peu de carpaccio et même pas une goutte d'huile dessus. Donc je me dis, moi, je me représente. Moi, il y a 22 ans maintenant, j'aurais pas pu faire la cétogénique. Donc il faut trouver une solution intermédiaire pour les gens qui sont dans cet état-là. Ma copine qui a une vésicule biliaire totalement naze, qu'elle ne veut pas faire retirer, ne digère pas les graisses. Mais comment est-ce qu'elle va faire si elle a un cancer ? Un autre, enfin bref, il y a plein de cas comme ça, où j'aimerais bien qu'on arrive à l'entre-deux, ne pas conseiller la cétogénique systématiquement à tout le monde et trouver des modes cétogéniques pour aider ceux qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas en super santé. Mais tu en as peut-être rencontré dans ceux que tu as interviewés. Je ne sais pas comment ils font. Ma mère, il ne supportait pas la viande, il avait du mal avec les graisses et en fait il a fait pas mal de stratagèmes, puis ça s'est amélioré là. Ça s'est amélioré, maintenant c'est bon. En fait il y a été plus doucement et pourtant bon, on voit bien le résultat que ça. Le résultat est positif. Voilà, le résultat est positif mais c'est vrai qu'au début il n'arrivait pas à la viande, peut-être une fois par semaine, toutes les odeurs l'écœuraient, le gras fait nausée. Oui. Et il s'est débrouillé comme il a pu, au début il a perdu du poids, et ensuite du coup il ne s'est pas fait violence, il a été doucement, et ça a fonctionné. Ouais. Il faut faire passer l'information, qui est très peu connue, bizarrement, que l'alimentation peut être thérapeutique. Donc généralement, on croit que l'alimentation saine peut aider simplement à ne pas être malade. Non, les aliments sont des remèdes. Donc on parlait du livre du docteur Valnet tout à l'heure. Il a écrit ça dans les années 70, je crois, enfin même avant. Et c'est toujours valable et les gens l'ont oublié. C'est-à-dire que l'ail a des vertus, les oignons ont des vertus, les orties sauvages ont des vertus et les graisses ont des vertus pharmacologiques. Donc quelqu'un qui est en pathologie lourde comme un cancer, que ce soit une petite tumeur qu'on a découvert par hasard, donc les espèces de surdiagnostic, vu que maintenant on fait des dépistages tellement souvent qu'on repère des petites tumeurs qui seraient disparues d'elles-mêmes. Mais sur ce temps-là, la dame a vu sa tumeur et elle panique, elle fait des traitements. Donc que ce soit cette petite tumeur ou que ce soit déjà au niveau des métastases, l'alimentation, quand elle est bien ciblée, a des vertus aussi thérapeutiques que les plantes qu'on utilise en tisane. Et on est arrivé à l'oublier parce qu'on a banalisé l'alimentaire. Alors les Américains, dont je m'inspire beaucoup, ils sont très partageurs, ils donnent beaucoup d'informations, ils répondent à des petites profanes comme moi, alors qu'ici, je suis désolée si des membres de l'INRA regardent, mais ils ne répondent à aucun de mes mails parce que je ne fais pas partie du sérail. Aux États-Unis, en tant que profane, j'ai des professeurs d'université qui me répondent et qui correspondent. Et les Américains sont venus nous apporter cette information-là, que l'alimentation est thérapeutique, avec le défaut que les Américains objectifient la nourriture. Tu sais qu'ils mangeraient bien quelque chose qui vient dans un sac, alors que nous, on a encore ce rapport gastronomique, social, familial, culturel à l'alimentaire. Donc la finesse, c'est de trouver le juste milieu entre l'objectification de la nourriture et la connaissance que l'alimentation est thérapeutique. En tout cas, moi, tous les matins, comme je sais que je suis en survie, tous les matins, je suis contente de me lever, de prendre ma douche, que ça fonctionne.
Et tous les matins, je rends grâce à la nourriture. Pas à Dieu, pas à la nature, à la nourriture qui m'a sauvée. C'est vraiment ça qui m'a sauvée. Donc le cancer, j'ai été opérée, j'ai arrêté les chimios, mais je pense que je me suis remise sur pied, que je n'ai pas eu de rechute, alors qu'on me prédisait que quelques mois à vivre, parce que j'ai complètement révolutionné mon hygiène de vie. Pas seulement l'alimentaire, hein, le reste, j'ai arrêté ma vie de petit rat de laboratoire, de chef d'entreprise qui courait à gauche et à droite. Et je me suis mise à faire du yoga, des méditations, donc ça aide beaucoup. Mais la rectocolite que j'ai eue quelques années après, qui est une maladie auto-immune des intestins, là, je peux affirmer que je me suis guérie, en tout cas, je suis en rémission, grâce à l'alimentaire uniquement. Pour te dire à quel point c'est prodigieux comme thérapeutique. Dans ma quête de devenir soi en nutrition, j'ai été obligée de me confronter à ce qu'on appelle les intolérances alimentaires. C'est un terme fourre-tout, c'est un terme valise qui reprend un peu n'importe quoi, des carences enzymatiques de naissance, des intolérances dues à des chocs passagers. On appelle ça intolérance, ce sont des allergies retardées. Si j'avais une allergie, je fais tout de suite de l'urticaire, ça se voit. Une allergie retardée, d'abord ce n'est pas une allergie au plan immunologique, c'est plutôt une réactivité de l'organisme, mais elle est retardée dans la mesure où tu ne vois l'effet qu'après 3 jours, 4 jours. Et tu ne vois l'effet que quand tu retires cet aliment de ton alimentation. Donc moi, je croyais que je pouvais manger de tout. Je mangeais n'importe quoi avant mes 38 ans. Hein. C'était vraiment du fast-food, du surgelé réchauffé au micro-ondes. Je ne m'intéressais pas à la nourriture. Et petit à petit, j'ai découvert que j'avais des réactivités particulières à certains aliments. En particulier des catégories très très bizarres qui sont des aliments sains. Donc j'ai vite compris que je réagissais à certains additifs et certains colorants, mais je réagissais à des aliments qu'on trouve dans la nature et qui sont très sains, du thé, des framboises, des fruits, même du vin, qui sont normalement conseillés comme anti-inflammatoires et qui chez moi étaient des pro-inflammatoires. Donc c'est bien plus subtil que des intolérances. Je ne suis pas intolérante à cette catégorie qui s'appelle salicylate. Cette catégorie empêchait que mon corps fonctionne convenablement. C'est un frein, si tu veux. Donc, dans l'acétogénique, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens conseillent l'acétogénique à tort et à travers, on est bien d'accord, mais surtout l'acétogénique standard, sans faire attention à ce que la personne pourrait avoir comme réactivité personnelle. Et dans l'acétogénique en particulier, les gens ont tendance à exagérer le dosage en amine, qui est une autre catégorie alimentaire, et finissent par avoir des effets secondaires de l'acétogénique qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient été conscients de cette réactivité. Alors pourquoi je dis réactivité? C'est que le mot intolérance est insupportable, parce que l'intolérance sociale n'est rien d'autre que l'intolérance alimentaire. Tu crois qu'en éliminant le gluten, tu vas éliminer les problèmes de la terre, mais c'est du Le Pen pur jus, quoi, et on ne s'en rend pas compte. Donc, on va dire réactivité. Mon corps réagit en frein ou en excès à cette catégorie alimentaire-là. Il y a une psychiatre américaine, neurologue ou psychiatre, qui s'appelle Dr. Georgia Ede, E-D-E, qui a eu des gros problèmes de fibromyalgie et des problèmes nerveux à 40 ans et qui s'en est sortie par la diète cétogénique. Mais en même temps, elle s'est aggravée. Et elle a tenu un carnet, comme ça faire les Américains, un carnet détaillé avec ses résultats sanguins, ses résultats de cétose, pendant les 3 semaines où elle a fait la cétogénique et où elle a aggravé plein de problèmes de santé. Parce qu'en fait, c'est la cétogénique qui a révélé qu'elle était intolérante aux amines. Il y a 1% de la population qui est intolérant aux amines, qui a des problèmes en tout cas pour gérer les amines qu'elle produit elle-même ou qu'elle mange. Et elle ne s'est rendue compte qu'à la faveur de la cétogénique. Donc elle a développé pour elle-même une cétogénique qui est réduite en amines. Mais après, tu peux avoir quelqu'un qui réagit aux graisses polyinsaturées et qui ne le sait pas. Donc qui va manger beaucoup de graisse parce qu'on est en cétogénique, qui va dire je veux bien du beurre, mais quand même il faut de l'huile de tournesol, il faut de l'huile de lin, parce que la nutrition c'est une religion, hein, c'est un art, c'est une religion, c'est pas une science, et donc les gens croient que.
Et elle va garder des formes d'inflammation à cause de toutes ces polyinsaturés qu'elle consomme. Donc effectivement, je pense que tu as raison, la cétogénique doit être tempérée de nos réactivités personnelles, qui en plus se manifestent que quand tu es fragile. Or, si tu pratiques la cétogénique, c'est parce que tu t'es fragilisé par un cancer ou par un diabète ou par une maladie auto-immune. Tu ne vas pas décider du jour au lendemain, tiens, je vais essayer la cétogénique comme on essaye un vêtement, quoi. Tu le fais quand tu ne vas pas bien. Donc voilà, j'espère que dans ton livre, tu vas prendre en compte les intolérances individuelles. Ça demande de s'écouter. Or, quand tu as un cancer, tu es ravagé par la nouvelle. Donc tu n'es pas en état de t'écouter parce que tu as peur, tu as mal, parce que la faculté te fait encore plus peur avec des promesses de mauvais jours. Donc il faut être accompagné. Et je rêve qu'il y ait des groupes de soutien qui ne soient pas les groupes Facebook, mais qui soient des vrais groupes de soutien avec un médecin et quelqu'un de bon sens comme toi, qui accompagnent les gens dans leur approche de la cétogénique. Est-ce que tu t'es mis à la place des gens qui ont eu la nouvelle, qui ont peur, qui ont mal, dont l'entourage panique aussi, parce que cancer c'est horrible, comme avant tuberculose était horrible, donc les gens ont peur, et qui en plus doit tout seul mettre en place un régime aussi radical. Donc je rêve qu'il y ait des groupes de soutien qui se développent, de gens qui sont bien dans leur tête et qui ne partent pas en toupie en disant la cétogénique est la solution pour tout le monde, mais qui puissent aider les cancéreux.